Merci infiniment d'être là, d'avoir accepté, pour certains à nouveau, hein, parce que si vous étiez à Bordeaux l'année dernière, vous m'avez peut-être déjà vu papoter, discuter IA et numérique avec Anthony Colombani. Merci d'avoir accepté l'invitation des utilisateurs, des organisateurs de cet événement. On va parler effectivement utilisateurs dans le cadre de ce débat, mais pas que, puisque la ministre a déjà planté le décor de manière substantielle. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet en vous posant une première question. Claire Dorville, si vous le voulez bien, ça a été dit déjà, hein, la révolution numérique, elle est en marche, elle semble désormais inéluctable. Tout l'enjeu consiste donc à faire en sorte qu'elle ne se fasse pas au détriment de la transition écologique, mais au contraire, qu'elle puisse la servir. En la matière, ça a été rappelé par Madame la Ministre, la France a été un pays pionnier, hein, l'un des premiers à structurer une vision de l'IA qui soit compatible avec les objectifs environnementaux. Est-ce qu'on peut prendre un peu de temps pour revenir sur les grands principes de cette démarche avec vous, Claire ? Tout à fait. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation à cette table ronde. Donc, effectivement, si je devais aujourd'hui résumer l'approche française, je dirais qu'elle repose sur 3 grands principes qui structurent notre action publique depuis plusieurs années et qui sont très utiles pour tous ceux qui souhaitent aligner le sujet numérique avec l'environnement. Donc, le premier principe qui est très important, c'est, je dirais, l'approche par l'usage. En France, on a fait le choix dans nos politiques publiques de considérer l'IA comme un outil au service des objectifs environnementaux. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on valorise, on ne valorise pas l'IA pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle apporte réellement. Par exemple, en termes d'optimisation des systèmes énergétiques, de détection des fuites d'eau, d'anticipation des risques climatiques. C'est ça. Donc on souhaite regarder vraiment la réelle plus-value de l'IA pour nos politiques publiques environnementales. Le deuxième principe, c'est vraiment une approche concernant la réduction de l'impact environnemental de l'IA. On le sait tous, hein, l'IA c'est un levier puissant, mais ça a un impact, ça repose derrière des infrastructures matérielles, des data centers, ça consomme de la ressource, des métaux rares, de l'eau, notamment avec des usages croissants de l'IA. Donc finalement, il faut admettre cette réalité pour s'en servir et justement innover au service d'une filière IA durable pour apporter une forme de compétitivité aussi dans cette direction. Donc l'idée, c'est vraiment de promouvoir l'IA au service de la transition écologique, mais de s'assurer que le modèle d'IA en lui-même est éco-conçu et peu consommateur de ressources. Alors pour ça, il y a un package législatif, hein, un policy mix, mais il y a aussi d'autres leviers qui sont mobilisés par l'État parce que, on le sait, hein, pour transformer les pratiques, il ne suffit pas de porter la vision et de poser le cadre, il faut aussi donner les moyens aux acteurs de faire le pas, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, on a été, je le rappelle, hein, en France, le premier pays au monde à avoir une réglementation sur l'impact environnemental de l'IA qui a été publiée en 2021, qui permet de donner des dispositions en termes de transparence sur la donnée, en termes d'usage d'eau, des centres de données, en termes de circularité des équipements numériques. Mais on a aussi d'autres leviers très concrets pour accompagner les acteurs sur le terrain, puisque la réglementation ne suffit pas. Et donc, un de ces premiers leviers, c'est la coopération internationale, puisque la France a été à l'initiative de la Coalition internationale pour l'IA durable, qui a été lancée par la France avec les Nations Unies. Donc, c'est une coalition aujourd'hui qui rassemble plusieurs pays, tous les acteurs importants tout au long de la chaîne de valeur de l'IA, des chercheurs, des ONG. Et donc, dans ce cadre-là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une communauté internationale où on partage les bonnes pratiques sur ce que c'est réduire l'impact environnemental de l'IA et utiliser l'IA au service de la transition écologique. Un autre levier opérationnel, c'est vraiment les financements qu'on attribue à des projets très amont, ce qu'on appelle des démonstrateurs en IA frugale, où là, on s'appuie sur des consortiums d'entreprises, de collectivités
collectivités pour... d'acteurs de la recherche aussi. Voilà, exactement, tout à fait. Pour développer des démonstrateurs au service des collectivités sur des projets très concrets. Et un des critères de sélection de ces projets, c'est justement regarder l'impact du projet dans sa globalité, pas uniquement le système d'IA en lui-même, mais d'avoir un impact environnemental net bénéfique. Il y a 12 projets qui ont été financés. On y reviendra tout à l'heure parce que vous nous en donnerez des exemples. Autre bras de levier de l'État, développer des standards pour une IA frugale. Tout à fait. Et donc là, l'idée, c'est vraiment en fait de réussir à faire passer à l'échelle en fait des projets et des stratégies d'IA durables. Donc la France a été le premier pays au monde à créer ce qu'on appelle un référentiel général d'IA frugale, qui a été piloté par le ministère de la Transition écologique, mais bien sûr avec les experts compétents sur le sujet. Et donc ce référentiel, il est disponible gratuitement sur le site de l'AFNOR et il permet vraiment aux acteurs publics et aux entreprises de bénéficier de lignes directrices pour développer des systèmes d'IA peu consommateurs de ressources et plus durables. Alors vous m'offrez une transition toute faite, donc je vais me permettre de saisir la perche tendue. Ce référentiel, il a été co-construit avec un certain nombre d'acteurs, dont le Hub France IA que vous représentez cet après-midi, Pierre Monget. Le Hub France IA, alors je vais le dire avec mes mots, et puis vous reformulerez et vous corrigerez les inexactitudes s'il y en a. C'est un écosystème d'acteurs, plus de 300 organisations membres de tout type, mobilisés autour d'une vision commune de l'IA en France, mais aussi en Europe. On voit bien qu'il faut qu'on dézoome. Et puis, il y a 3 adjectifs que vous aimez à coller à l'IA: éthique, souveraine, éco-responsable. Vous nous en dites davantage ? Oui, donc effectivement, le Francia, on est une association nationale en IA, reconnue d'intérêt général. On a, comme toute association, des adhérents, un peu plus de 300. Et notre vocation, eh bien, c'est de favoriser et d'accompagner l'adoption d'une IA éthique, responsable et souveraine, et je vais expliquer un petit peu tout ça, dans le tissu économique français et européen. Européen, très rapidement, c'est qu'on a des partenaires européens qui sont d'autres associations nationales dans d'autres pays, et on a formé une grosse association européenne pour porter une vision aussi au niveau européen. Les membres, ce sont les grands groupes, les PME, les startups, mais pas que, hein. Tout à fait. Alors, dans les plus de 300 membres, on a plus de 200 startups en IA, forcément. Mais on va avoir des organismes de formation, des institutions comme BPI France. On a des collectivités comme la Métropole du Grand Paris, des grands groupes. Institutions, il y a aussi la Gendarmerie nationale. Donc, c'est très éclectique parce que l'IA, c'est à 360 degrés. Ça touche tous les secteurs, tous les types d'organismes. Et il faut tous se mettre autour de la table pour discuter de ces sujets-là. Alors, c'est quoi une IA éthique, souveraine et éco-responsable ? Alors, éthique, pour nous, c'est dans tous les travaux qu'on peut faire, à travers nos groupes de travail et les projets, on essaie de faire ça, toujours se baser sur la littérature scientifique. Il y a souvent des universitaires qui travaillent avec nous sur les livrables, et c'est surtout nos membres qui travaillent sur les livrables. Mais on va partir de la théorie et on va rendre ça très opérationnel. Pourquoi ? Parce qu'on veut que ça soit utilisable, on veut que ça soit actionnable par les organisations privées publiques. Et donc, dans l'éthique, eh bien, on a pris les principes d'éthique qui étaient les plus récurrents, on les a déclinés en un guide de bonnes pratiques. Et donc, c'est vraiment mettre en œuvre l'IA de manière très pratique dans les projets. C'est ça, quand on a échangé tous les deux en amont de la table ronde, vous m'avez dit, on ne fait pas de la philosophie, on fait de la méthode sur l'éthique. C'est ça. Alors, les pilotes du groupe de travail éthique étaient 2 philosophes, mais on a aussi ramené ça sur la partie pratique. Et c'est vraiment, par exemple, je donne quelques exemples de principes, mais c'est la sûreté, la responsabilité humaine, l'explicabilité. Il y a des LLM, par exemple, c'est les boîtes noires, donc le deep learning, comment on explique tout ça, l'équité, c'est ce qui relève de l'éthique. Après, pour les 2 autres, peut-être... Allez-y. Sur la partie souveraine, c'est vraiment côté français et côté européen, avoir la souveraineté sur toute la chaîne de valeur de l'IA. Et donc, ça passe par les infrastructures, on a des grands acteurs nationaux, il y a des initiatives aussi qui sont lancées par le public et notamment par la Commission européenne. Je vais citer une initiative qui est les AI Factories. Donc, il y en a un en France, un seul, parce que c'est qu'un seul par pays, qui est AI Factory France, le Hub Francia en fait partie. Et c'est notamment de mettre en valeur les infrastructures, les puissances de calcul en France, pour notamment faciliter l'accès aux startups à ces infrastructures de calcul. Donc là, il y a quelques initiatives qui existent sur la chaîne de valeur, pardon. Donc ça, c'est les infrastructures. Il y a d'autres initiatives au niveau européen, par exemple EuroLLM, qui est un consortium de partenaires qui a créé un LLM
qui s'appelle EuroLLM, qui coule les 24 langues officielles de l'Union européenne. On a des acteurs français qu'il faut faire émerger et ceux qui sont bien lancés les accompagner. Alors on a la chance en France parce que Mistral AI, c'est littéralement le champion européen de l'IA générative. L'IA générative est une discipline parmi tant d'autres dans l'IA. Et donc c'est toute cette chaîne de valeur qu'il faut avoir. On a des bonnes pistes en France, en Europe, mais on a encore quelques trous dans la raquette. Et c'est vraiment dur pour l'instant de dire en Europe ou en France, on est souverain sur toute la chaîne de valeur IA. Je prends un exemple très classique. Il y a toute une strate de logiciels pour aider à développer des modèles ou les rendre sécurisés ou les infrastructures. Et il y a quelques mois ou quelques semaines, Cloudflare, si ça vous parle, a tombé en panne. Et c'est là où on voit que 80% des applications dans le monde tournent sur Cloudflare. C'est ça, donc l'enjeu de réduire les dépendances, c'est pas juste une vue de l'esprit. Allez, on a fait éthique, on a fait souverain, il reste éco-responsable. Et le responsable, c'est d'une part mettre l'IA au service de la transition écologique, on en reparlera tout à l'heure, et aussi rendre l'IA frugale. L'IA a un impact avéré, encore plus pour l'IA générative, et donc, comme l'expliquait Claire, il y a des standards, il y a des outils qu'on expliquera certainement par la suite, qui existent, mais c'est comment estimer, mesurer l'empreinte environnementale des modèles d'IA pour ensuite mettre des bonnes pratiques pour rendre les IA plus sobres et plus frugales. Voilà, et toutes ces réflexions se mènent en co-construction à travers des groupes de travail. Vous en avez déjà évoqué l'un ou l'autre tout à l'heure avec vos membres et la volonté de mettre à disposition de tous les résultats des travaux qui sont conduits dans ces groupes. Et ça, c'est intéressant aussi peut-être de le souligner. Exactement. Donc, on est une association reconnue d'intérêt général. Tous nos livrables qui sont produits sont open source, sont accessibles sur le site internet. Alors, les livrables, parfois, c'est des webinaires, des conférences. On va mettre les replays. Et l'idée, c'est que ça se propage un maximum dans l'écosystème IA français, public, privé, parce que ce sont, encore une fois, des ressources actionnables, opérationnalisables sur plein de sujets autour de l'IA. Et donc, ça permet à l'écosystème IA français de monter en compétence sur ces sujets et de déployer une IA éthique, responsable et souveraine. Et vous nous en donnerez, vous aussi, quelques exemples tout à l'heure. Allez, on conclut ce premier tour de table avec Anthony Colombani. Je l'ai dit, on avait déjà échangé sur le même sujet. Pas tout à fait le même. Et puis, un an est passé depuis notre dernière rencontre à Bordeaux, Anthony. Alors, pour ceux qui n'étaient pas à Bordeaux l'année dernière et qui montent dans le train, ça m'intéresse évidemment que vous puissiez reposer quelques briques sur la manière dont un opérateur, et le terme est important, comme Bouygues Télécom, rentre dans un sujet aussi complexe, aussi disruptif que celui de l'IA. Et puis pour celles et ceux qui étaient peut-être là à Bordeaux l'année dernière, qu'est-ce qui a changé depuis notre dernière conversation dans l'appréhension que vous pouvez avoir de ce sujet et sa mise en œuvre pratique au quotidien ? Alors, qu'est-ce qui a changé ? Tout, parce que dans le monde de l'IA, on a l'impression qu'un an, c'est un quart de siècle. En réalité, ça va très très vite et il y a peut-être des choses qu'on n'anticipait pas qui ont déjà changé. Nous, ce qui a changé pour nous, alors effectivement, vous l'avez souligné, on est un opérateur, on n'est pas un professionnel de l'IA, on est un utilisateur pour nous-mêmes de l'IA et on met à disposition de nos clients des IA et on leur donne les moyens surtout d'accéder à ces IA, parce que nous sommes les tuyaux qui conduisons les données entre l'utilisateur, le LLM et le circuit de retour. C'est l'infrastructure. Voilà, on est l'infrastructure, on n'est pas nativement IA, mais on s'intéresse beaucoup à ça. Donc, pour ce qui nous concerne, nous, opérateurs, ce qui a changé, c'est vraiment une massification d'usage de l'IA. Il y a un an, on avait quelques centaines d'utilisateurs réguliers de l'IA interne que nous avons développé chez Bouygues Télécom, qui s'appelle Lucia, sur des usages qui étaient très standardisés, de la rédaction de mails, de la correction, de la synthèse, etc. Beaucoup autour du texte. Aujourd'hui, on a la quasi-totalité de nos 10 000 collaborateurs qui utilisent l'IA de manière extrêmement régulière. Donc soit l'IA générative, j'allais dire de première génération, qui étaient les chatbots les plus traditionnels, ceux qu'on utilise tous au quotidien. Et puis on est passé il y a 6 mois à l'IA agentique, c'est-à-dire des IA qui sont capables de s'interfacer avec des systèmes et de produire de la donnée de manière beaucoup plus automatique. Et là, on a déjà un millier d'agents qui sont actifs et à peu près une centaine d'agents qui sont diffusés à l'échelle de l'entreprise. Ça change beaucoup les choses, parce que ça autonomise beaucoup le travail. Et quand on avait parlé tous les deux, vous m'aviez même dit, vous savez, l'IA aujourd'hui, elle s'invite aussi dans notre dialogue social parce qu'elle fait bouger les lignes sur certains de nos métiers qu'on n'aurait jamais pu imaginer voir évoluer de cette manière. Absolument. Chez Bouygues Télécom, l'idée,
c'est de ne pas subir l'IA, c'est de ne pas subir la technologie, c'est d'essayer de s'en emparer, d'en faire un levier de croissance, mais aussi de partage de la valeur. Il est évident qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas renoncer à l'IA ou expliquer que tant que tout n'est pas régulé, on n'y renonce pas, mais on essaye de le faire intelligemment. On est persuadé, par exemple, que nos collaborateurs doivent se saisir de l'IA. Il y a une boutade qui tourne beaucoup dans la Silicon Valley, sans doute ailleurs, que probablement notre métier ne sera pas pris par une IA, mais assez certainement par quelqu'un qui maîtrise mieux l'IA que nous. C'est ça. Donc comme on a des enjeux extrêmement forts en termes d'employabilité, ça nous paraît important que tout le monde se saisisse de l'IA. Et puis évidemment, on n'est pas inattentif à l'impact environnemental de cet usage. Donc on a la chance de pouvoir faire tourner des IA en interne, des IA qui sont plutôt des modèles réduits, plus spécialisés, moins énergivores, même s'il manque encore beaucoup de référentiels pour être vraiment sûr de ça. Et on essaye d'inciter nos collaborateurs à se servir de la bonne IA pour le bon usage. Oui, c'est ça. Et dans la bonne mesure. Et dans la bonne mesure. De la même manière qu'on prendrait sans doute pas une voiture et encore moins un 4x4 ou un char d'assaut pour aller acheter le pain au bout de la rue, c'est peut-être pas non plus très intelligent d'utiliser une IA pour demander l'horaire du prochain train pour Beauvais, quoi. Parce que ça, on peut le faire directement. Alors, où est-ce qu'ils sont, parce que d'une certaine manière, vous anticipez sur ma question suivante, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui les domaines où l'IA peut vous apporter un vrai gain environnemental et que vous avez peut-être réussi, sinon à chiffrer, parce qu'on en reparlera avec vous, Claire Dorville, tout à l'heure, c'est pas si simple à faire, mais au moins à circonscrire, à approcher. Un domaine dans lequel on est assez mature, c'est celui évidemment du pilotage de nos réseaux et de nos infrastructures. Un des enjeux des opérateurs, c'est de pouvoir avoir les infrastructures les plus sobres et les plus frugales possibles. Et une manière qu'on a de faire ça, par exemple, c'est de pouvoir éteindre un certain nombre de fréquences la nuit. Évidemment, on a beaucoup moins d'usage mobile la nuit. Il faut garantir évidemment l'acheminement des communications et en particulier des communications d'urgence. Mais comme il y a moins d'usage, on peut éteindre certaines fréquences, notamment les fréquences les plus basses. Jusque-là, c'était assez compliqué à faire parce que éteindre et rallumer une fréquence, c'est pas trivial. C'est comme quand on rallume une voiture, elle peut caler. Et une antenne qui cale, c'est embêtant parce que c'est des pannes. L'IA nous aide aujourd'hui à éteindre et allumer de manière dynamique et intelligente en fonction des usages ces fréquences. Et là, on l'a mesuré, le gain, il est d'environ 12% de la consommation électrique des antennes considérées. Donc c'est un gain très significatif et qui nous permet d'être surtout beaucoup plus dynamique, c'est-à-dire de ne pas vivre la baisse de la puissance de nos antennes comme une punition, qui se traduirait par une baisse de la qualité de service, voire une coupure de communication, mais c'est complètement transparent pour les clients et c'est quand même 12%, ce qui est à l'échelle d'une entreprise comme nous qui avons 25 000 antennes. C'est pas rien. C'est pas rien. Alors pour l'instant, c'est une expérimentation sur quelques antennes, mais on va l'étendre progressivement. On se reverra peut-être l'année prochaine. J'espère bien. Voilà, et vous me direz qu'on a encore avancé d'une année-lumière. Pierre Monget, parmi les différents secteurs que vous regardez évoluer et que vous accompagnez dans cette évolution, où est-ce que vous voyez, vous, les bénéfices environnementaux les plus concrets obtenus grâce à l'IA aujourd'hui? On avait évoqué le secteur de la logistique, le secteur agricole aussi. C'est intéressant à regarder, ça? Ouais, c'est tout à fait intéressant et on parlait d'IA frugale, là où la maturité sur l'IA frugale est plutôt naissante, la maturité de l'IA au service de la transition écologique, en fait, ça fait des années qu'il y a beaucoup d'organisations qui se penchent sur le sujet. Et donc, en fait, on commence à avoir des résultats concrets. Le secteur de l'énergie, par exemple, prédire la production d'énergie renouvelable, même dans 6 heures, c'est quoi la production d'énergie renouvelable éolienne à la Villette? Ça va être super compliqué de le savoir. Donc l'IA permet dynamiquement de faire ça et permet aussi d'équilibrer les réseaux si on injecte du mix énergétique vert. Et puis ça peut aussi permettre, alors je vais faire un petit pas de côté, mais c'est intéressant, sur l'énergie, par exemple, sur les parcs éoliens offshore, il y a des IA qui vont permettre en fait de mieux qualifier et de prédire les pannes. Et donc en fait, et on a un cas d'usage qu'on a référencé, 70% plus rapidement et plus efficacement pour prédire les pannes. Ça peut sembler anodin, mais les techniciens de maintenance, il faut les envoyer en mer pour faire la maintenance. Et donc, ça fait des allers-retours en bateau, éventuellement en hélicoptère, qui sont évités si on réduit en fait le taux de maintenance préventive. Agriculture, c'est beaucoup sur les images satellitaires. On va d'une part accompagner les agriculteurs de dire ne va pas semer dans 3 jours, je sais que tu avais prévu parce que tu as un phénomène de météo très localisé. Dans certains départements comme les Landes, il y a des lames de brouillard, mais ça peut être des averses flash. Si tu fais dans 3 jours, toutes tes semences elles vont partir dans le ruisseau. Donc ça aide la gestion très précise à la parcelle. Tout à fait. Oui. Et après, il y a aussi un projet, par exemple, européen qui permet, avec les images satellitaires open source, Copernicus, c'est la Commission européenne qui met ça à disposition, enfin l'Union européenne qui met ça à disposition. Ça permet de suivre l'artificialisation de sol, d'identifier les cultures, de suivre les pratiques agricoles.
Traduction, ce projet-là, en fait, ils avaient pour ambition en 2025, donc l'année dernière, je n'ai pas vérifié les chiffres officiellement, mais en tout cas, ils avaient pour ambition d'engager 10 000 agriculteurs pour 1 million d'hectares de superficie de sol transformés en régénération des sols. Donc l'IA, avec toute cette cartographie, tout ce mapping très précis, permet ce type d'initiative. Et il y a d'autres secteurs logistiques, et j'en vais dire 2 pour finir, mais sur la logistique, par exemple, c'est la mobilité urbaine, augmenter le taux de disponibilité des vélos en libre service. Et quand j'arrive à la station et que je ne peux pas remettre mon vélo, bon, parfois il finit au canal, mais que je veux prendre un vélo et qu'il n'y en a pas, je vais me tourner sur une autre solution, parfois carbonée. Donc ça, l'IA est très utile pour ça, où il y a des métropoles, j'ai un exemple chiffré, il y a une métropole qui a optimisé les tournées de ramassage scolaire sur toute la métropole. En une année, 500 000 km économisés. Et ça, c'est vrai pour toutes les années suivantes. Et ça, c'est très facile de traduire en tonnes d'équivalent CO2 qu'on n'aimait pas. Et en transverse de tout ça, de tous les secteurs, celui qui monte en flèche, c'est l'adaptation au changement climatique. Très important pour les entreprises, très important pour les territoires. Donc ça va être soit des solutions de caméras déjà en place, des villes, pour suivre l'évolution du trait de côte du littoral, ou pour en fait suivre l'évolution d'un cours d'eau, de la crue. Ça va être aussi des images satellitaires pour suivre l'artificialisation des sols, la sécheresse, etc., et l'évolution des inondations flash. Et donc tout ça, c'est de la donnée très qualifiée, de manière dynamique et mise à disposition des pouvoirs publics pour affiner de manière très précise les politiques publiques et prévenir et mieux préparer la population. Et aussi sur les cas d'usage agricole que vous évoquiez juste avant, mieux gérer les allocations de ressources, ce qui est aussi un autre bénéfice direct. On voit le potentiel et on n'est qu'au début. Je vous ai vu plusieurs fois opiner, Claire, pendant à la fois l'intervention d'Anthony et de Pierre. Si on revient sur si vous avez envie de nous dire pourquoi, n'hésitez pas, mais je voudrais vous faire aller sur les projets que vous évoquiez tout à l'heure, financé dans le cadre du programme France 2030. Est-ce que, pour essayer d'être complémentaire par rapport au panel de retours d'expérience qui ont déjà été évoqués, il y en a un ou deux que vous aimeriez partager avec nous là cet après-midi? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour la question. Et ça faisait vraiment écho aux interventions précédentes, notamment vis-à-vis des pouvoirs publics et des collectivités, puisque donc parmi cet appel à projets, donc il y a eu 25 projets qui ont été financés en France. Donc l'idée, c'était vraiment de tester en conditions réelles des solutions d'IA. Des solutions d'IA qui ne sont pas de l'IA générative, c'est important de le savoir, dans des conditions réelles et pour l'adaptation au changement climatique. Et donc, un des projets qui, je pense, est intéressant de partager ici, c'est le projet Lickmitted, qui est déployé sur le territoire brivardois, qui est un territoire assez représentatif de problématiques de d'autres territoires, sur la perte d'eau potable dans les réseaux. Et donc c'est un enjeu qui est partagé par beaucoup de collectivités dans un contexte de pression sur les ressources, contraintes budgétaires, etc. Et donc l'idée, la solution qui a été développée avec un consortium public-privé, c'est une solution d'IA frugale, ciblée et utilisée comme outil de prédiction des risques et d'aide à la décision. Donc en fait, elle va permettre d'identifier dans des zones du réseau d'eau potable des zones qui se comportent de façon anormale, notamment grâce à l'analyse des données acoustiques, donc les sons en fait dans les canalisations. Et donc, grâce à ces données, on peut prélocaliser des zones à risque de fuite. Et donc, je le précise, c'est un élément très concret, mais ces canalisations sont souvent enfouies sous terre. Donc, en fait, le fait de pré-identifier, ça permet de faire des économies, de cibler la maintenance, de cibler les travaux. Et donc là, on est sur un usage de l'IA, d'une IA sobre, comme je le disais, qui n'est pas générative et qui permet des économies monétaires et d'anticiper les risques de perte en eau potable et d'économie de ressources naturelles. Vous en aviez pointé un deuxième peut-être, oui, rapidement. Oui. Voilà, tout à fait. Un deuxième projet qui est intéressant. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que ces projets sont intéressants parce qu'ils sont réplicables dans d'autres territoires. Et il y a vraiment un enjeu de mise à l'échelle en fait, de ces projets qui sont des démonstrateurs. Et un autre projet qui s'appelle Récital, qui permet en fait de faire des économies, de piloter en fait la performance énergétique dans
plus de 200 bâtiments publics. Et donc cette IA, elle va permettre de suivre les consommations énergétiques en temps réel, de simuler différents scénarios de rénovation et d'identifier les investissements qui vont être les plus efficaces en tenant compte des contraintes budgétaires des collectivités. Donc il y a des objectifs très concrets de moins 20% de consommation énergétique à court terme et de moins 50% à horizon 2050. Et donc là encore, l'IA n'est pas utilisée pour complexifier les systèmes, mais vraiment pour mieux prioriser les décisions et maximiser l'impact environnemental de chaque euro investi en tout cas. Et donc voilà, c'est des projets financés par France 2030 qui illustrent vraiment l'approche qu'on a envie au sein des pouvoirs publics de donner à l'IA. Merci Claire pour cette belle revue de projet. Ça a déjà été dit, c'est l'usage qui crée l'impact. Vous avez commencé à nous expliquer, Anthony, tout à l'heure, comment votre stratégie numérique et la manière dont vous laissiez la main aux agents humains de Bouygues Télécom, notamment pour développer des agents IA. J'ai envie de vous demander si c'est open bar. Ou si vous encadrez d'une manière ou d'une autre les usages de l'IA au sein de Bouygues Télécom, est-ce qu'il y a des garde-fous qui permettent de dire non à certains projets ou de les redimensionner s'ils sont trop gourmands? Alors il faut distinguer deux dimensions. D'abord l'IA pour nos collaborateurs, nos collègues, et puis l'IA pour nos clients. Pour ce qui concerne nos collaborateurs, évidemment, il y a toujours une analyse de cycle de vie complet des projets qui est fait, que l'IA s'y intègre ou pas. Et effectivement, si l'empreinte carbone est supérieure au gain qu'on estime, on ne fait pas le projet tout simplement, IA ou pas IA. Donc ça, on y fait évidemment très attention. On n'utilise pas l'IA en open bar, on regarde aussi la consommation électrique, etc. On essaye de favoriser les modèles les plus petits, les plus spécialisés. Il y a des modèles aujourd'hui avec 175 milliards de paramètres, 1 millier de paramètres dans un LLM dont on n'a pas nécessairement besoin pour j'en sais rien, moi, créer un logo à partir d'une charte graphique, un LLM petit spécialisé qui tourne en local peut être tout aussi efficace. On a pris le parti de noter chacune parce que nos collaborateurs ont accès au travers de Lucia, qui est notre IA maison, à beaucoup de LLM différents, à Claude, à Gemini, à ChatGPT, à Mistral, etc. On essaye de donner une note à chacune des IA et à les encourager à utiliser toujours les plus sobres. Gemini Flash par exemple, etc. On est d'ailleurs très preneur de tout ce qui est normalisation pour être sûr que nos notes environnementales sont les bonnes. Donc on essaye d'encadrer. La question est quand même très différente pour nos clients. C'est toujours, vous savez, les opérateurs, c'est toujours très ingrat comme tâche parce que tout le monde parle des IA, des IAG, etc. Mais le tuyau qui permet de transporter l'information du client vers l'IA, on l'oublie parfois un peu. Et donc là, on est plutôt dans une logique d'incitation. Là, évidemment, on ne va pas dire à nos clients ce qu'ils doivent faire. On va plutôt les inciter à être plus sobres et plus raisonnables. Il y a quelques chiffres qui commencent à être connus. On pense que, par exemple, des requêtes qui auraient pu être effectuées sur un moteur de recherche, alors Google, Ecosia ou celui qui vous plaît, il y en a aujourd'hui presque 27 millions par jour qui sont effectués sur les IA comme ChatGPT. Comme l'empreinte environnementale d'une recherche sur une IA, même très simple, c'est 2, 5, 10, 20 fois. Il y a plein de chiffres qui circulent, mais on sait que dans tous les cas, c'est supérieur. Oui, c'est ça. Déjà, inciter nos clients à utiliser Google ou le site de la SNCF pour obtenir une information de base plutôt qu'une IA générative à 100 milliards de paramètres, c'est déjà quelque chose de. Ça fait aussi partie des recommandations que vous. Et ça fait partie des recommandations. On essaie de pas être prescripteur et voilà. Après, on regarde aussi comment évoluent les usages et on pense qu'on est aussi à la veille d'une véritable révolution. 60% des jeunes Américains, selon l'Université de Chicago, préfèrent se confier à une IA qu'à un copain. Je ne sais pas si on se rend compte de la puissance. Ce n'est pas tout à fait le sujet de notre table ronde, mais c'est un sujet sociétal. Mais si ça devient un usage continu où l'IA est allumée sur la table basse et qu'on parle à l'IA, là, ça va produire une explosion des usages. Et il faut aussi faire attention à ce que... Et des conséquences délétères de ces usages, mais là, c'est un autre débat. Sujet. Mais en tout cas, il y aura une empreinte environnementale qui ne sera pas du tout négligeable, et c'est aussi notre devoir d'observer ça et d'essayer de l'encadrer. Pierre Monget, est-ce qu'il y a des outils, des méthodes
qui existent pour aider les acteurs économiques, publics et privés à faire leur chemin, à choisir le bon dimensionnement d'outils et le bon outil. Voilà, comment on peut distinguer les usages gadgets de l'IA et ceux qui sont vraiment utiles? Est-ce que votre écosystème d'acteurs et les travaux que vous menez dans les groupes que vous avez évoqués tout à l'heure ont accouché de livrables utiles à partager avec la salle aujourd'hui? Oui, alors déjà, la difficulté pour faire l'IA frugale auquel on confrontait, la première difficulté, c'est que une bonne partie de la communauté IA ne connaissent pas ces outils et ne savent pas où ils sont et ne savent pas comment le faire. Une très bonne ressource, c'est le référentiel général pour l'IA frugale que Claire a introduit. C'est la Bible, parce que ça explique ce que c'est l'IA frugale, la terminologie, les mesures, les méthodes d'indicateurs pour calculer. Il y a une trentaine de bonnes pratiques. Et c'est la Bible aussi au niveau international. Claire a indiqué qu'en 2021, la France était précurseur sur la réglementation, l'impact environnemental de l'IA. J'ai participé aux travaux du référentiel général pour l'IA frugale quand on faisait la veille bibliographique qui avait strictement rien dessus. Ça, c'était premier semestre 2024. Petit cocorico alors. Depuis, il n'y a rien d'autre qui s'est mis au niveau du référentiel où il y avait 130 experts qui étaient mobilisés dessus. Donc ça, c'est une très bonne porte d'entrée. Ensuite, il y a tout un tas d'outils, une dizaine à peu près, qui sont produits par des collectifs, par des associations, par des organismes publics aussi, d'ailleurs, et qui, en fait, et des universités, qui sont là pour mesurer et aider à mesurer concrètement et estimer l'empreinte environnementale des modèles. Il y a Ecologits, Code Carbone, Green Algorithm, tout ça, ils sont open source. Il y a même le ministère de la Culture en France, il faut l'évoquer, qui a fait Comparia, qui le met à jour régulièrement, qui permet à des utilisateurs, pour avoir un choix très éclairé, je tape une requête sur 40 LLM qu'ils ont couverts en Europe et dans le monde, ça va me sélectionner, alors il y a plusieurs choix, mais je fais rapidement, ça va me sélectionner deux résultats, un résultat A, un résultat B, et ça me permet de dire, OK, niveau pertinence de la réponse, je préfère A, je préfère B, et derrière, ça m'ajoute l'empreinte environnementale de chacun des modèles pour me dire, ce modèle, il a mis 15 grammes de CO2 pour générer cet résultat, et celui-ci 50 grammes. Et ça permet de dire, et ce modèle A, c'est celui-ci, le modèle B, c'est celui-ci. Super intéressant pour les utilisateurs, pour éclairer, etc. Et aussi, en termes de, pour répondre à la deuxième question sur les cas d'usage gadgets et les cas d'usage à fort potentiel, pour moi, les cas d'usage IA et transition écologique à fort potentiel, parce qu'on en a vu beaucoup passer dans les travaux du Hub Francia avec les membres, c'est des cas d'usage sur lesquels on arrive à estimer, à chiffrer, même si c'est une approximation, vraiment concrètement les tonnes d'équivalent CO2 qu'on va pouvoir générer. Je reprends le cas de ma tournée de ramassage scolaire. Si j'estime que je vais économiser 500 000 km à plus ou moins 5% à l'année, c'est super simple de traduire en tonnes d'équivalent CO2. Il y a plein de cas d'usage où en fait, ce n'est pas apparent du tout. Même avant de lancer les cas d'usage, on n'arrive pas vraiment à chiffrer. Et là, attention, gros point d'interrogation. Sur le sujet gadget, et je finis peut-être là-dessus, sur les cas d'usage gadget, j'ai vu aussi, par exemple, des cas d'usage ou des startups qui faisaient du marketing ou de publicité ciblée en disant, voilà, on va tourner de l'IA pour parmi toute la palette de services, de produits de l'entreprise, on va sélectionner ceux qui sont les plus verts et on va faire une marketing dessus, sans faire du greenwashing, mais du marketing pour les mettre en avant. Super, mais là en fait on est dépendant d'une chose, du taux d'adoption des utilisateurs qui consomment le service A et de dire il y a le service B qui est plus vert. Mais si les utilisateurs ne veulent pas changer leurs habitudes, en fait l'effet de rebond il n'est pas présent et du coup en fait j'ai pas vraiment d'impact réel sur le sujet. Donc ça peut être un peu gadget. À l'inverse, toujours le même cas d'usage, si par contre j'ai une adoption massive du service plus vert, peut-être que mon service carboné est utilisé par 50 000 personnes et le vert il se retrouve à être utilisé à 300 000 personnes au quotidien. Et peut-être que je vais réduire aussi l'impact positif, parce que je vais avoir une massification de la consommation qui est un effet rebond qui est difficile à maîtriser. Non, merci pour la démonstration, Pierre. Claire, on le dit depuis le début, chacun avec ses mots, mais on voit bien qu'on a besoin de données, de données fiables, de données harmonisées pour piloter la sobriété, pour à minima maîtriser l'empreinte environnementale de l'IA. Est-ce qu'il y en a encore qui manquent pour aller au bout de cet exercice et véritablement aider les acteurs à comparer des pommes avec des pommes ? Bien sûr, et c'est vraiment un point central, un message que je voudrais faire passer ici aujourd'hui, c'est que
on manque de données fiables, on manque de données harmonisées pour évaluer l'empreinte environnementale réelle des systèmes d'IA sur l'ensemble de leur cycle de vie, depuis la fabrication des équipements nécessaires jusqu'à l'usage effectif des modèles. Et donc le premier manque, c'est l'accès à ce qu'on appelle des données primaires, c'est-à-dire les données mesurées à la source, donc qui sont issues directement des équipements, des infrastructures, des composants, et non des reconstitutions de données de moyenne agrégées, etc. Et on les a pas, pourquoi? Parce qu'on cache sa feuille encore beaucoup On les a pas parce que c'est donc en partie les fabricants et les structures de data centers qui et autres fabricants de modèles d'IA qui ont ces données-là et qui ne sont pas forcément partagées pour diverses raisons, notamment du secret des affaires, etc. Et donc, ça fait en sorte que chaque structure se base sur des hypothèses et des chiffres propres à sa structure, qui font que c'est très difficile de comparer des résultats d'impact environnementaux d'une entreprise à une autre. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des cadres harmonisés pour expliquer quel type de données, quel type de paramètres, quel type d'hypothèses on va retenir collectivement pour pouvoir avoir des calculs comparables. Je vous donne un exemple. En fonction des paramètres qui peuvent être utilisés, le ratio peut varier entre 1 et 10 pour le calcul de l'impact environnemental d'un data center. Après, il y a des avancées sur le sujet. On a notamment Mistral AI qui a partagé publiquement sa première analyse des impacts environnementaux de leur modèle tout au long du cycle de vie. On a aussi une directive à l'échelle européenne qui est la directive efficacité énergétique qui demande aux data centers de partager des données harmonisées sur l'impact, sur la consommation d'eau, d'énergie, etc. Et il y a des avancées dans d'autres secteurs, notamment dans l'automobile, où on a un cadre harmonisé pour évaluer l'impact CO2 de la fabrication des véhicules. Donc c'est l'étiquette que vous voyez dans les publicités sur les véhicules. Donc on pourrait faire la même chose sur le numérique. Donc on a besoin de ces données et de cadres harmonisés. C'est vraiment la colonne vertébrale d'un numérique responsable à l'échelle internationale. Bon, le message est passé, du moins j'espère. Hein. Claire, on arrive, alors là, vous devriez voir, hein, ça clignote, ça clignote, ça clignote pour nous dire qu'on est au bout du temps disponible pour cette table ronde. Donc je vais effectivement aller à la conclusion en vous proposant de répondre chacun de manière succincte à la question qui vient. Question très très concrète, très pragmatique, parce que je me dis que dans la salle, il y a peut-être des responsables d'organisations qui ont aussi envie de se doter d'une stratégie d'intelligence artificielle responsable, potentiellement éthique, potentiellement souveraine aussi, mais qui ne savent peut-être pas par quel bout le prendre. Alors, un conseil et peut-être une recommandation aussi pour ne pas se perdre en cours de route, sur base de vos expériences respectives. On commence par Claire. Très bien. Alors, peut-être un conseil clé pour chaque organisation, c'est que pour avoir un pilotage performant, il faut une personne identifiée, dédiée sur ces sujets-là. Et aussi, pour moi, le point de départ, c'est pas forcément l'outil ou le modèle, mais vraiment la question de l'usage. Donc, on doit vraiment se poser la question de pourquoi on utilise de l'IA, pour quels besoins précis, avec quels bénéfices attendus. Et comme on l'a dit déjà tout à l'heure, ne pas se baser sur des gros modèles d'IA en fonction, enfin, bien calibrer le modèle par rapport aux besoins attendus et d'avoir une gouvernance dans l'organisation qui permet de travailler en transversalité sur ces sujets avec les directions du numérique, les autres directions des entreprises, et ça marche aussi pour les pouvoirs publics. Ah, le numérique aussi, ça va finir par devenir l'affaire de tous. Pierre ? Dans l'approche globale, moi je dirais il faut accepter la réalité que l'IA n'est pas la réponse à tout. Et donc, quand on a un besoin, peut-être que l'IA n'est pas la solution, peut-être qu'une solution logicielle, qui d'ailleurs est beaucoup plus sobre que l'IA, peut tout à fait faire l'affaire. Peut-être que ce n'est même pas une solution logicielle, c'est juste une revue de processus. Et si l'IA, malgré tout, est la solution, de ne pas eh bien, en fait, être soumis directement au besoin d'aller vers l'IA générative, qui est la plus énergivore, il y a plein de disciplines d'IA qui sont possibles. Anthony, pour conclure. Je ne vais pas être très dissonant. D'abord, commencer par l'usage. Avant de se demander
si on doit mettre de l'IA parce que ça fait un peu buzzword, commencer par se demander ce qu'on veut faire. Et parfois, une IA simple fonctionne très bien. Vous avez cité tout à l'heure la maintenance prédictive des réseaux d'eau. Nous, on pratique la maintenance prédictive de nos antennes depuis 2017 avec des IA qui ne sont pas génératives et ça marche très bien. Et parfois même, un bon fichier Excel, ça marche pas mal non plus. Et puis après, c'est un conseil de base, frugalité, si je me souviens bien de mes vieux souvenirs de latiniste, ça doit venir de frux, le fruit. Donc ça fait appel à ce bon vieux bon sens paysan. Voilà, donc on utilise la bonne IA au bon moment. On ne cherche pas à mettre absolument le dernier moteur d'IA pour montrer qu'on est l'entreprise la plus moderne du monde, mais on peut aussi travailler avec des IA plus sobres et plus limitées, mais qui peuvent être tout aussi efficaces. Merci infiniment à vous trois pour votre présence et vos contributions actives extrêmement intéressantes à cette table ronde IA et numérique, le défi de l'impact environnemental et de la frugalité. Je vous laisse redescendre de scène, profiter peut-être de la suite du programme de l'après-midi sous les applaudissements de la salle. Merci Anthony, merci Pierre, merci Claire.